Bienvenue dans ce nouvel épisode du Positive Leadership Podcast, le podcast qui vous aide à grandir en tant qu'individu, en tant que leader et même en tant que citoyen du monde. Je suis Jean-Philippe Courtois. Et aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui a transformé une frustration de Noël en un phénomène mondial. En 2003, il n'a tout simplement pas trouvé de place dans le train pour rentrer chez lui en Vendée. Et plutôt que de se résigner, il s'est dit, en fait, il y a des millions de sièges vides sur la route. Pourquoi on ne va pas les partager, en fait, ces sièges? Alors, normalien, physicien, chercheur à la NASA, pianiste de conservatoire, il avait tout pour mener une brillante carrière scientifique. Mais il a choisi l'entrepreneuriat. Et après les premières années, un petit peu de galère quand même, on en parlera avec lui, 20 ans plus tard, sa plateforme rassemble plus de 100 millions de membres dans 22 pays et a permis d'éviter déjà plus de 2,5 millions de tonnes de CO2 en un an. Mais mon invité ne s'est pas arrêté là. Après avoir bâti la première licorne française, il s'est lancé dans une deuxième très belle aventure, Dift, une plateforme qui réinvente le mécénat d'entreprise en redirigeant des budgets marketing vers des causes sociales et environnementales. Il est aussi coprésident de France Digital, la plus grande asso de start-up en Europe, animateur de l'émission Les Pionniers sur BFM Business et vient tout juste de lancer d'ailleurs le prix des citations, le Nobel de la citation sous le haut patronage du président de la République, Frédéric Mazella. Fred, fondateur Blablacar et de Dift, un très chaleureux bienvenue au Positive Leadership Podcast. Très heureux de t'accueillir. Merci Jean-Philippe. Alors Fred, j'aime toujours commencer par le commencement, l'enfance, les valeurs, l'enracinement profond. J'ai cru comprendre que tu avais grandi à Sérigné, un petit village de Vendée. Ton père était un prof de maths, ta mère prof de français au collège François Viette de Fontenay-le-Comte. C'est un beau nom, ça. Je suis bien renseigné. Et en parallèle, très tôt, tu te passionnes pour la musique. Prix de piano au Conservatoire de La Rochelle, puis le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et tu joues d'ailleurs 4 instruments, au moins, peut-être plus depuis. Enfin, deux principalement. Deux principalement. Deux un peu moins bien quand même. Bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce double héritage, finalement, les chiffres et les lettres. Parce qu'il y a les deux. Il y a les deux, la rigueur et la créativité. Alors, qu'est-ce que cette double influence, finalement, parentale, d'un côté, je simplifie, les maths du papa, le français de la maman, et puis cette enfance vendéenne aussi, parce que la Vendée, c'est quand même un pays en soi, quasiment, on peut dire. J'avais eu d'ailleurs notre invité qui est originaire de Vendée, que tu dois connaître, Jean-Pascal Tricoire, et donc trempé de ces valeurs-là aussi. Et d'où vient cette passion précoce aussi pour la musique? Alors voilà, les chiffres, les lettres, la musique, la Vendée, plante-nous le décor un petit peu. Voilà, ouais, je pense que c'est un tout. Effectivement, alors les chiffres, c'est vrai qu'assez tôt, je me souviens que mon papa s'amusait à me faire compter en base 2 et ça épatait beaucoup ses collègues de maths parce que en fait, je comptais très bien en base 2 quand j'avais, je sais pas, 5, 6, 7 ans. Ouais. Et non, moi, j'ai toujours aimé beaucoup les chiffres, les maths. Et puis le français, la rigueur aussi à la fois d'une bonne expression et puis d'une bonne écriture. Et la lecture aussi. Et puis la lecture, évidemment, Ouais. beaucoup. Donc, voilà, c'est sûr que ça a baigné toute mon enfance. J'ai compris que c'était important, en fait, de bien s'exprimer, de savoir bien compter. Et puis la musique qui m'a apporté énormément d'émotionnalité, de créativité. Et donc, en fait, je pense que c'est un mix qui a développé... Naturellement. aider mon cerveau gauche et mon cerveau droit. Ouais. Parce Ce qui est que rare, souvent. C'est à la fois, c'est à la fois rigoureux et créatif. Ouais. Je pense que la musique apporte beaucoup cela, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup évidemment d'innovation et de création et d'émotion dans la musique. Il y a aussi beaucoup de technicité. Je crois que, au final, évidemment, les maths et le français, c'est indispensable, c'est nécessaire, c'est important. Mais je pense que c'est la musique qui m'a le plus aidé dans ce qu'elle a de rassemblement de toutes ces capacités-là en même temps. C'est-à-dire que quand tu joues, si la technique n'est pas parfaite, à la hauteur, tu peux même pas espérer déclencher de l'émotion. Ouais. Donc en fait, on se rend compte que pour arriver dans la couche artistique, dans la couche émotionnelle, qui est évidemment un énorme plaisir, eh bien il faut avant cela maîtriser parfaitement la technique. Et je pense que si je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir faire, in fine, une expérience d'utilisation d'un service ou d'un produit qui soit bonne et qui donne envie aux gens de le réutiliser, il faut que tout l'indispensable, tout le nécessaire, tout le technique
Soit soit, là. Il faut faire nickel, ses soit gammes, parfait. quoi, en fait. Il faut faire ses gammes. Hein. Ouais, Voilà. ouais. Et quand le produit fonctionne parfaitement, après, tu peux te permettre de rentrer dans la couche du plaisir, justement, de l'utilisation. Donc voilà, il y a plein de parallèles à faire, évidemment, autour de la rigueur et de la créativité, Ouais. notamment, qui sont des caractéristiques, je trouve, communes entre la musique et l'entrepreneuriat. Oui, et dans ces épisodes, Fred, j'ai eu des invités qui avaient aussi des passions de jeunesse, des fois, qui semblaient d'ailleurs totalement déconnectés avec ce qu'ils ont fait ensuite, mais qui ont pu les aider. Alors toi, dans ton cas, tu as été formé comme physicien à l'école normale supérieure, évidemment une très très belle école de notre pays, avant d'aller à Stanford, travailler sur la robotique chirurgicale pour la NASA. Alors qu'est-ce qui te captivait à un moment donné quand même de partir dans la science et qu'est-ce que cette formation scientifique finalement t'a apporté fondamentalement dans ces premières années, quoi. Je pense que c'est très, très. Il y a un côté rassurant, je trouve, dans les sciences, parce que quand on réfléchit beaucoup et qu'on finit par trouver une solution, il y a cette satisfaction, quelque Mm. part, de la preuve, de la logique, d'avoir compris quelque chose. Oui, Voilà, quand on comprend pourquoi le ciel est bleu et que c'est la loi d'absorption de Rayleigh en oméga 4, bon, on fait tous les calculs et on arrive au bout du tableau, parfois assez long, et t'encadres un résultat et tu dis, et c'est ah oui, beau. et c'est pour ça que le ciel est bleu. Donc il y a un côté comprendre son environnement Ouais, qui est assez satisfaisant, je trouve, quand on arrive à trouver un raisonnement logique de bout de, en bout. de bout en bout. Mm. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une satisfaction intellectuelle très forte. Voilà, peut-être aussi Mm. dans mon parcours, ce qui a beaucoup joué, et je ne l'ai pas mentionné sur la Mhm. Vendée, mais évidemment, c'est la Vendée elle-même. Ouais. C'est-à-dire que cette notion d'espace ouvert, de campagne, c'est moi j'ai grandi à la campagne. Hein. Ouais, Enfin, ouais. voilà, je faisais du vélo et de l'équitation Et tu es arrivé ici d'ailleurs en dans vélo, hein, les. je Ouais, tiens à le dire, ouais, au je fais studio toujours du vélo, d'enregistrement. mais c'est pas le même cadre à Non, Paris. Mais c'est pas la même chose. c'est sympa, mais C'est plus de donc je béton. faisais enfin, je profitais beaucoup de la Mm. campagne autour. On avait des chevaux aussi, tu vois, donc Ouais. on faisait des balades à cheval dans la Mm. campagne. Enfin, c'était très ouvert, Très très sympa. nature. Et Mm. Mm. ça m'a beaucoup, beaucoup influencé sur la suite aussi. Bon, d'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris au début, j'ai eu beaucoup de mal. C'est marrant parce que la première semaine où je suis Respirer. ouais, première fois que je suis arrivé à Paris pour faire la suite de mes études, quand je suis Ouais. arrivé en terminale, au bout d'une semaine, je me dis, tiens, il a pas fait très beau cette semaine. Au bout d'un mois, je me dis, bon, il n'a pas fait très beau. Peut-être au mois prochain, ça ira mieux. Il n'a pas fait très beau pendant un mois. Puis au bout de Ouais, 3 mois, ouais. tu dis, non, mais en fait, c'est C'est quand, comme ça. c'est quand qu'il fait beau. Parce que c'est vrai qu'en Vendée, on a une météo qui est Qui est plus favorable. plus favorable, avec la mer à côté, forcément, ça nettoie. Puis il y a des valeurs historiques vendéennes quand même très fortes. Il y a une histoire Ouais, de la Vendée qui est. ouais, mais Je ne il sais y pas a si elle est aussi toujours des valeurs. présente, mais. Alors, bon, c'est pas forcément cette culture-là que je vais ressentir. Ouais, C'est ouais. plus une forme d'honnêteté, Mm. d'intégrité intellectuelle que je D'accord. trouve très, très forte en Vendée. En tout cas, c'est, voilà, on fait ce qu'il y a à faire, on le fait bien. C'est une terre d'entrepreneurs aussi, Oui. la Vendée. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui Mm. viennent de Vendée. Donc, oui, il y a ces valeurs-là, forcément, dont j'ai hérité. Et qui me conviennent parfaitement. Alors, pour revenir aux sciences, oui, j'étais Oui. très attiré par tous les raisonnements logiques qui nous permettent de comprendre le monde qui nous Mhm. entoure. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de. C'est pour ça que j'étais plus intéressé, moi, par la physique que par les maths. Physique, d'accord. D'ailleurs, j'ai eu une fois un petit échange que j'avais eu avec Cédric Villani, qui Mhm. lui est donc plus sur les Oui. maths que sur la physique. Et je lui ai dit, mais Cédric, c'est quoi pour toi la physique? Il me dit, la physique, c'est une branche des mathématiques. Ah, Je dis, carrément. ouais, je lui dis, bah écoute, ouais, enfin, c'est la branche qui touche le sol quand même. Enfin, tu vois. Qui Il me dit, atterrit. tu as raison, c'est le tronc. Ah, c'est une belle histoire, ça j'aime bien. Et je lui dis, bah voilà, je dis, moi j'aime bien la physique parce que c'est le tronc des mathématiques, c'est-à-dire c'est le truc qui relie toute la pensée, on va dire, Et les modèles, le florissante conceptuel aussi, ouais, et conceptuelle des ouais, mathématiques ouais. à la Terre, c'est-à-dire ce qui nous entoure, et comprendre Au ce qui monde nous réel. entoure. Et donc les formules mathématiques comme ça Ouais. permettent d'expliquer le monde qui nous entoure. Alors évidemment, c'est très technique aussi, tu vois, c'est ça que j'aime dans la physique, Ouais. c'est que si tu te trompes sur tes calculs, tu n'auras pas oui, le bon résultat c'est clair. non plus. Et donc, Ouais. il faut d'abord avoir fait tes maths, et On après, passe par là. Ouais. voilà, et après tu comprends le monde qui t'entoure. Voilà. Et tu le bâtis. Alors justement, ces études, c'était déjà en ta tête. Tu dis, j'ai envie de résoudre des problèmes dans le monde, donc du coup, je vais m'armer en termes mathématiques et physiques, et je vais aller dans les meilleures écoles du monde, d'ailleurs, en France, aux US. C'était quoi ton raisonnement? Non, le raisonnement, c'était d'aller le plus loin que je pouvais en me disant,
si je réussis bien toutes mes études, j'aurai les portes ouvertes. Hmm. C'était plus... Point. voilà, point. Plus, Je sais que j'aurai les portes ouvertes. Après, je ne sais pas quelle porte je après, prendrai. après, je verrai. Après, je verrai. D'accord. Voilà, c'était plutôt cette D'accord. notion-là. Alors après l'ES, donc tu pars à Stanford pour un master en informatique. Tu te retrouves en pleine Silicon Valley, je crois que c'était à la fin des années 90, donc un moment clé quand même. Il s'est passé des choses. Ouais, juste autour des années 2000. Ouais. Voilà, juste au moment la fameuse bulle qui a un petit peu éclaté. Et pendant 3 ans, tu travailles dans un labo de robotique affilié à la NASA sur la modélisation du corps humain, qui est un gros sujet maintenant réactualisé à l'heure de l'IA d'ailleurs. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis je crois même au Japon, chez NTT aussi. Fait, ouais. Alors, ça, c'était sur de l'audio. C'était l'audio. Là, c'est du signal audio. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que ces expériences, et peut-être une ou deux anecdotes, histoires, Stanford ou NASA sur des sujets passionnants, et puis la manière dont tu t'es imprégné de l'Amérique, de la Silicon Valley, ont laissé en toi finalement, et est-ce que ça a semé un petit peu, ça a germé, l'entrepreneuriat a germé là-bas finalement? Oui, je pense, en grande partie parce que déjà, quand je suis arrivé à Stanford, donc j'y allais pour effectivement faire un mix entre de la physique et de l'informatique. Donc, c'était le labo qui s'appelait le Stanford NASA Biocomputation Center, donc le centre de biocomputation, on va dire, de la NASA et de Stanford. Ouais. Et ils recherchaient quelqu'un qui était fort en physique pour coder en fait les déformations des tissus humains pour simuler le corps humain donc en opération. Pourquoi ? Parce que c'était pour envoyer en même temps qu'un équipage que tu envoies sur Mars, un équipage d'astronautes, envoyer un chirurgien dans l'équipe au cas où il y a un astronaute qui se blesse et qui ait besoin de le réparer, entre guillemets. Donc, comme tu peux pas le renvoyer sur Terre pour le faire opérer, il faut l'opérer là-bas, sur place. Et donc, on envoie un chirurgien, sauf que le chirurgien est forcément spécialisé dans certaines opérations, pas toutes, il y en a des centaines. Et donc, nous, on construisait un outil, tout un environnement de chirurgie virtuelle pour qu'un chirurgien puisse s'entraîner sur d'autres modalités d'opération. Voilà, sur un environnement virtuel avant d'opérer la vraie personne, et donc avec plus de chances de réussite sur la vraie personne. Voilà. Donc, c'était pour la practice, l'entraînement en fait. C'était pour l'entraînement des chirurgiens. Donc ça nécessitait de modéliser tout le corps humain, donc à la fois tous les tissus mous, donc évidemment la peau, les muscles, les veines, les os, enfin tout ce qui compose le corps. Et donc il fallait mettre des équations physiques là-dedans, mais des équations physiques suffisamment approximées, on va dire, pour que le calcul se fasse rapidement. Et donc moi j'étais spécialement sur les dispositifs à retour de force, parce qu'il y avait tout l'aspect vision en 3D, et puis il y avait tout l'aspect sensation dans les mains avec des outils qu'on appelle des haptic devices qui permettent de ressentir la sensation quand tu opères. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à basculer dans l'informatique, parce que eux s'étaient dit, et je pense qu'ils avaient raison, qu'il valait mieux prendre quelqu'un qui était fort en physique et lui apprendre l'informatique que quelqu'un qui était fort en informatique et lui apprendre la physique, parce que c'est pas les mêmes disciplines. Et donc c'est comme ça que je suis vraiment tombé dans l'informatique par l'obligation, parce qu'il fallait que je code tout ce que j'imaginais comme équation physique en code informatique. Et donc en même temps j'ai fait un master's d'informatique à Stanford, donc je faisais à la fois la recherche en parallèle, voilà, donc je faisais ma formation d'informatique en même temps que le côté pratique. Et donc je suis passé à l'informatique vitesse grand V, c'est-à-dire que là c'était à la fois la théorie et la pratique, et une immersion directement en master's d'informatique là-bas. Donc non, c'était superbe, mais en même temps j'ai vu à Stanford, je voyais des étudiants qui faisaient leurs masters ou même un peu plus loin, leur PhD, et qui finissaient pas nécessairement leurs études et qui allaient directement créer une boîte. Et là je me disais, c'est pas possible, ça, on m'avait jamais dit qu'on pouvait ne pas terminer. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et c'était des gens qui avaient, tu vois, qui étaient très intelligents, très performants. Donc, c'est des exemples aussi. Et tu restes en relation avec certains d'entre eux de l'époque? Oui, certains. Alors, il y en a d'autres qui sont partis aussi chez Google, qui recrutaient à fond. Parce que quand je suis arrivé, Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs de Google, quittaient juste le campus. Et donc, ils étaient en train de siphonner tous les talents dans le Masters d'informatique de Stanford. Ils t'ont pas siphonné, parce que tu aurais pu avoir une histoire très différente finalement. Non, oui, c'est vrai. Mais non, mais ils sont pas venus me chercher. À cause de l'accent français, peut-être, je sais pas. Peut-être, c'est ça. Mais et donc ça a planté la graine, oui, en moi, c'est sûr, du fait que
créer une société pouvait faire partie de mon parcours. Je ne savais pas à quel moment, je ne savais pas quand, mais oui, jusqu'à présent, dans mon cursus, jamais... C'était pas un futur possible. Non, on ne m'avait pas tellement présenté ça comme un futur ni possible. Tes parents, pas trop, tu vois, mes parents sont profs, en plus toute la génération de mes parents dans ma famille était prof aussi. Okay. Donc, j'avais pas cet exemple d'entrepreneuriat. Et puis même dans mes études, tu vois, à Normal Sup, on m'a pas dit ton futur, c'est d'aller créer une boîte. Bon, ça a changé un petit peu maintenant, mais enfin, il a fallu quelques années. Oui, quand même. Alors c'est effectivement complètement en train de changer aujourd'hui. Et puis surtout, je trouve qu'il y a un vrai grand parallèle, moi, entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'en entrepreneuriat, tu cherches. Hein. Oui, c'est pas un scoop. Exactement. À trouver quelque chose. Et donc, tout cet aspect de rechercher, d'essayer, de passer à la suite, ça rejoint beaucoup, en fait, moi, je trouve, le domaine de l'expérimentation physique aussi. Parce que avant de réussir à faire quoi que ce soit comme expérience en physique, tu fais plein d'essais, puis il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Donc, voilà, oui, mon passage aux États-Unis, en Californie, à Stanford, a clairement planté la graine de l'entrepreneuriat en me disant, c'est une possibilité, on verra. Gros déclencheur. Et donc, on fast-forward de pas très longtemps après, en Noël 2003, j'en ai parlé un petit peu dans l'avant-propos, tu dois rejoindre ta famille en Vendée, je ne sais plus si pour Noël, je crois, fêter Noël. Exactement. Avec ta sœur, me semble-t-il. Oui. Parce que tu trouves plus de place dans les trains, voilà. Donc, tu te dis, on va y aller ensemble. Et puis, sur l'autoroute, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Dis-nous un petit peu comment... Est-ce qu'il y a eu un moment, comme disent les Américains? Alors, le aha moment. Oui. Non, c'est sur l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont prise, il y a un moment, on se fait doubler par les TGV. Oui, absolument, je l'ai prise plusieurs fois déjà. Ouais. Et là, je vois un TGV passer et je dis à ma sœur, tu vois, le TGV, là, je sais qu'il n'y a plus de place dedans parce que j'ai essayé de prendre des places, il n'y en a plus. Et puis en même temps, je vois des dizaines de voitures, des centaines de voitures quasiment vides sur l'autoroute. Le conducteur, c'est tout. Et là, je me dis, mais en fait, des places pour aller en Vendée, il y en avait des milliers. Elles étaient plus dans les trains, manifestement, mais elles étaient dans les voitures. Comment est-ce qu'on fait pour aller simplement indexer toutes ces places libres dans les voitures et puis les proposer à des personnes pour qu'elles puissent tout simplement en profiter? Parce que moi, j'ai eu la chance de trouver une place vide dans la voiture de ma sœur. Donc, tu connaissais très bien. Donc, voilà. La confiance familiale, personnelle, on y reviendra, était là. Parce que c'est un élément important. Quand même. Oui, exactement. On en reparlera dans quelques moments. Donc voilà, mais je ne l'avais pas trouvé sur un service grand public. Donc je me suis dit, il faut faire un service pour que tout le monde puisse trouver toutes les places libres et puis simplement après faire un échange avec le conducteur en partageant les frais parce que bien sûr, voilà, c'est ce qu'on fait. Mais cette idée t'est venue réellement lors de ce voyage et tu es arrivé, tu as fêté Noël et en fait pendant Noël tu pensais qu'à créer ta boîte ou ça s'est décompté petit à petit? Non, c'est immédiatement. Et tu as commencé immédiatement. Ouais, mais je me suis dit, mais en fait, si tu veux, quelque part, je connaissais le covoiturage ou le carpool, on va dire. Aux États-Unis, on en faisait. Puis même aux États-Unis, il y a des voies, tu sais, des carpool lanes. Carpool, absolument. Voilà. Et moi, j'en faisais entre San Francisco et Stanford assez souvent. J'en faisais avec des copains, quoi. Je veux dire, on s'arrangeait pour pas prendre plusieurs voitures, mais prendre qu'une seule voiture quand on faisait les trajets le matin et le soir. Parce que j'habitais à San Francisco à un moment et je travaillais à Stanford. Donc, je faisais le commute tous les matins, c'est 50 minutes, quoi. Et donc, sur ce trajet-là, on faisait du covoiturage assez facilement. Mais je n'avais pas fait le lien avec les capacités technologiques dont on disposait à ce moment-là, qui faisaient que c'était possible de créer tout simplement une place de marché pour trouver des covoiturages. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le lien, en me disant, mais attends, c'est techniquement faisable, parce que là, pour le coup, j'avais fait beaucoup d'informatique, donc je savais ce qui était faisable, ce qui n'était pas faisable, donc je savais très bien que ce truc-là était techniquement faisable, il n'y avait pas d'obstacle. Et en même temps, je savais que mettre plusieurs personnes dans une voiture, c'était faisable aussi. Tu vois, physiquement, il n'y avait pas d'obstacle. On parlera émotionnellement aussi et socialement comment ça fonctionne. Et il y avait des places libres. Donc je me dis, il y a clairement un match, il y a une opportunité. Et ce truc-là va arriver. Je ne sais pas si c'est moi qui vais réussir à le faire, mais ça va exister. Et donc j'étais persuadé que ça allait exister.
Et tu sais, c'est un petit peu, j'imagine, comme quand les gens qui cherchent de l'or tombent sur une pépite et ils la regardent 10 fois en se disant mais est-ce que je suis en train de rêver ou pas, C'est bien là, c'est bien là ou pas. Et là, quand j'ai trouvé ce truc-là, je me suis dit mais en fait, non, mais c'est vraiment un truc qui va marcher, ça, c'est sûr. Enfin, c'est juste, il n'y a personne qui l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne qui l'avait vu ou il y avait déjà des modèles? Parce que alors après, quand j'ai cherché... J'ai vu qu'il y avait... Tu as racheté, je crois, une société qui s'appelait Covoiturage, si je ne me trompe pas, .fr. Enfin, j'ai racheté le site internet après. J'avais commencé, moi, à coder en même temps. D'accord. Et puis après aussi, j'ai découvert qu'en Allemagne, ils le faisaient, mais depuis assez longtemps, mais par d'autres méthodes. C'était un réseau associatif avec des cabanes, enfin des guichets dans les gares. D'accord. Et donc, c'était structuré d'une autre manière, soit par téléphone, soit tu allais carrément à la gare et tu disais la semaine prochaine, je voudrais aller, je sais pas où, à Francfort. Et un conducteur passait en disant la semaine prochaine, je vais à Francfort. Ah ouais, c'est bon, on a vu un passager qui est passé hier et qui voulait aussi aller à Francfort. Je vous mets en relation. Donc ça se passait vraiment à l'ancienne et pas du tout Internet. Enfin, c'était en train d'arriver sur Internet. Mais en tout cas, moi qui voyageais beaucoup, je n'avais pas croisé ce service-là. Tu vois, tous les gens qui voyagent aujourd'hui, enfin quasiment tous, ont entendu parler de Blablacar. Ils savent que ça existe. Moi, quand je voyageais beaucoup aussi, je n'avais jamais entendu parler d'un système qui me permettait de nous mettre en relation. Et donc, je me suis dit, bon, ce truc-là, si ça existait, en tout cas, à l'échelle à laquelle ça doit exister, c'est-à-dire à l'échelle d'un service de transport, de mobilité très généralisée, j'en aurais entendu parler. Et donc, je me suis dit, ce truc-là, soit ça ne marche pas pour des raisons, des obstacles techniques ou juridiques que je n'ai pas vus, soit si ça marche, c'est pour tout le monde. Bien sûr, ça va être massif. Voilà. Et en tout cas, à date, c'est pas pour tout le monde parce que j'en ai jamais entendu parler, alors que je me déplace beaucoup. Donc c'est ça qui a aussi forgé ma conviction. C'est là où tu as recherché, tu as vu ce site web, et tu t'es dit, je vais acheter ce nom déjà de site web, c'est ça? Non, et c'est passé plus de temps que ça, parce qu'en fait, il n'était pas encore pas connu le truc. D'accord. Moi, j'avais le service, je l'avais appelé Commuto au début, parce que ça venait de Commuto, Commutare, en latin, qui veut dire échanger des services, parce que ça allait plus loin. Après, je me suis dit, mais on peut faire ça pour beaucoup d'autres choses, et pas que le covoiturage. Tu vois, ça peut aussi être tout un tas des cours particuliers, ça peut être plein de services entre particuliers différents. Très holistique. Et Commuto, c'est échange de services en latin, par comparaison à l'échange de biens type eBay. Parce que moi, dès que j'ai commencé à avoir cette idée-là, c'était plutôt eBay le modèle que j'avais en tête. Je me dis, tiens, ça se rapproche d'eBay, en fait, ce truc-là. Sauf que c'est pour autre chose. C'est pas pour des biens, c'est pour des services. Pour les services de mobilité. Donc, c'était ça l'idée de départ. Et puis, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un étudiant rennais qui avait, lui, essayé de lancer justement un service de covoiturage comme ça sur Internet. Et qui l'a simplement revendu, qui m'a dit, si tu veux le reprendre... Vas-y. Voilà. Et moi, j'ai pris tout le code que j'avais développé. Tout seul. Avec Damien, avec mon copain Damien. Assez vite, on s'est mis ensemble. Et je l'ai redéployé, du coup, sur une autre URL, mais sur un autre nom de domaine. C'était bien sûr. Et c'est à cette époque donc tu t'es lancé avec tes cofondateurs, Nicolas Brusson et Francis Tapez, Alors, c'est ça? ça a pris un petit peu plus de temps que ça. J'ai rencontré après Francis. Il y a aussi Nicolas Deroche qui nous avait rejoint, qui est un ancien collègue. Et puis ensuite, je suis parti à l'INSEAD. Alors là, j'avais lancé le service déjà de covoiturage. Je suis parti en MBA à l'INSEAD. Parce que tu disais, j'ai pas ce bagage business. Exactement, j'avais l'impression d'être trop tech. Ok. J'étais trop, on n'est jamais trop, mais j'étais très tech et pas business. Et tu penses qu'aujourd'hui tu referais ces deux écoles ou pas, ou tu ferais l'impasse sur l'INSEAD? Par curiosité, je te pose la question. Non, je referais, Tu referais quand même? Je referais carrément, parce que l'INSEAD m'a apporté beaucoup plus que simplement une culture économique. Ça m'a apporté beaucoup d'outils et de compréhension sur comment on crée une société, c'est-à-dire toutes les étapes de l'association aux différents partenariats qu'il faut monter, à comment tu gères tout simplement. Mais aussi, ça m'a apporté beaucoup de connaissances et de personnes qui m'ont aidé. Un réseau aussi. Un réseau incroyable. Et aussi une forme de crédibilité, mine de rien, vis-à-vis des investisseurs. Absolument. Qui se disaient, ça va, c'est pas juste un tech, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a une formation business, et donc j'avais le même vocabulaire qu'eux aussi. Et ça aide énormément pour pouvoir lever des sous.
Donc, non, ça a été très, très utile, même par rapport à l'INSEAD. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai 2 regrets. C'est un, de ne pas l'avoir fait plus tôt, Vraiment. et Ok. 2, de ne pas Ouais. pouvoir le refaire. Ah, vraiment. Parce Ouais. que tu le fais Je qu'une pense fois. qu'ils t'accueilleront toujours. Hein. Je pense que tu vas en tant que. Mais le MBN, non, tu le fais en- qu'une fois. Donc, Oui, bon, et tu vas en tant que. Alors, je sais que les premières années, elles n'ont pas été si simples. Hein, d'après mes renseignements, 6 banques te refusent. ouais, c'est-à-dire que pour ouvrir un compte en banque, le Oui. mot Internet faisait fuir, hein, Oui, c'est ça. faisait À peur. l'époque, ça Il faisait, voulait ça pas, mais faisait j'ai peur à même tout le une monde. fois un banquier enfin un agent d'une banque quand je lui ai exposé ce que je voulais faire, donc je voulais juste ouvrir un compte en banque, et je voulais mettre 10 000 € sur le compte en banque. Ouais. Mais même, il voulait pas m'ouvrir mon compte parce que je disais Internet. Et il y en a un qui Ah oui. m'a raccompagné à la porte en me tapant sur l'épaule en me disant merci monsieur, mais Internet on a déjà donné. Ah oui, carrément. Waouh. Il a tout compris l'histoire. Et ça, c'était en quelle année? C'était 2006, 2007, 6, dans ces eaux-là? Ouais, 6. D'accord. En Alors, 2006. je sais que pendant des années, tu n'as pas vraiment touché de salaire, hein, en tout cas. Oui, je me suis au pas payé démarrage. pendant 5 ans Voilà, pour démarrer. c'est Voilà, toujours bon à entendre pour nos auditeurs bien sûr, aussi, sur des fois les c'est pour ça que souvent je dis que fantasmes sur les startups, le meilleur etc. ami des entrepreneurs, c'est les pâtes. Ouais. Parce Bah oui. que tu vois, ça nourrit et que ça coûte pas cher. Et C'est donc, pas les pizzas alors. les pizzas, ça coûte un peu plus cher. Tu vois. C'est vrai. Les pâtes, ça C'est coûte vrai. moins cher que les pizzas. C'est hein. vrai. Beaucoup moins cher. Alors Fred, tu as eu cette phrase que j'aime beaucoup. Tu as dit, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur, mais seulement des escaliers. Ouais. Alors, parle-nous un peu de ces escaliers. Oui, j'aime bien Cette méthode. cette analogie Ouais. parce que ce que l'on voit souvent dans l'entrepreneuriat, enfin en tout cas quand ça marche, Ouais. on a l'impression que ça monte. Enfin, tu vois, il y a cette image Oui. tu te dis ça monte, ça Tu vois, marche. la courbe voilà. exponentielle, le scale, Oui, le machin. voilà. Il y a une idée de s'élever, en fait, Ouais. de monter. Mais donc, pour monter, qu'est-ce qu'on a inventé, nous, les humains? On a inventé 2 trucs, les escaliers et les ascenseurs. Oui. Les escaliers avant les ascenseurs. Et en fait, croire qu'on va s'élever comme dans un ascenseur quand on monte une boîte, c'est se tromper. Parce que quand on monte avec un ascenseur, il y a 0 effort. Ouais. Quand on monte avec un escalier, on sent chaque marche. Ouais. Et puis en plus, l'escalier de l'entrepreneuriat, très souvent, c'est tu montes de 2 marches, tu redescends de 3, Ouais. tu remontes de Ouais. 3, Ouais. tu Ouais. redescends Ouais. de 2, tu remontes de 4. Enfin, tu vois. Et donc, cette image-là, elle fait comprendre que l'ascension, ça ne se fait pas sans effort, sans essai, sans tout ça. Et donc, Ouais. c'est pas magique. Pas Et magique. que un de la entrepreneur sueur et des larmes. beaucoup de travail, ouais. Ouais, Un ouais. entrepreneur qui essayerait, qui se dirait, tiens, je vais créer une boîte et ça va monter tout seul, et qui cherche le bouton de l'ascenseur, il va être déçu. Ouais. Enfin, moi, je sûr. l'ai pas trouvé. Ouais. J'ai pas trouvé de bouton. Ouais. Alors non seulement tu n'as pas trouvé de bouton, mais je crois que tu as essayé 5 boutons différents, Ah oui. 5 modèles économiques différents, si je peux utiliser cette analogie-là Ouais. encore, sur l'ascenseur, mais qui était un escalier, et qui n'ont pas fonctionné. Et donc, là où pas mal se serait arrêté, toi, tu as poursuivi. Mais explique-nous, je crois que c'est intéressant. Ouais, parmi les auditeurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, notamment Impact et autres. Quelle est la leçon que tu retires un peu de ces 5 échecs finalement de modèles et le conseil que tu pourrais donner sur cette fameuse itération, ce fameux pivot dont on parle à toutes les sauces? Oui, c'est une forme aussi d'humilité que tu développes parce Ouais. que des fois, tu as des idées sur la manière avec laquelle ça doit fonctionner. Et puis, la réalité te rappelle que c'est elle qui décide. Ouais. Et que c'est pas toi. Ouais. Et donc, il faut que tu essayes jusqu'à ce que ça marche. Mais tu n'as pas forcément toujours les bonnes méthodes, la bonne idée pour que ça fonctionne. Et donc, ta seule manière d'y arriver, c'est d'essayer plusieurs fois. Alors après, il y a une citation d'Einstein qui m'accompagne tout le temps, Ouais. qui dit que le signe de la folie, c'est d'essayer plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, il faut faire attention. Il ne faut pas essayer toujours de Toujours la même manière. chose. Non, Il faut voilà. varier. Il faut varier tes essais, mais ça finit par marcher à Quelle force. est ta recette dans cette variation? Est-ce que tu veux me donner juste 2 exemples, peut-être entre le premier modèle et le modèle où tu as craqué le modèle? Voilà. Je pense que la base, mais c'est comme quand on construit n'importe quel produit, c'est de revenir au problème qu'on cherche à résoudre et de ne pas tout de suite passer à la solution. Ouais. Ne pas tout de suite imaginer une solution. Il faut, parce que quand on essaye de construire un produit ou un service, on essaye justement quand même de construire la solution, mais quand ça ne marche pas, il ne faut pas rester dans cette Faut pas être solution-là. obstiné. Il faut revenir au problème Ouais. de départ Ouais. et se dire attends, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je cherche à résoudre? C'est comme Ouais. tu recules par rapport à l'obstacle.
pour mieux le voir de plus loin et puis te dire tiens en fait non on peut passer par il y a une autre il y a un autre passage par là-bas. Sous-estimé que je voilà et donc il faut se défaire de la solution qu'on a imaginée et se replacer dans la perspective de l'objectif. Ça, c'est dur même au niveau émotionnel pour certains. J'ai remarqué les entrepreneurs. Moi, je leur dis souvent, nos jeunes entrepreneurs à impact, ne tombez pas amoureux de votre solution, mais de votre problème. Oui, c'est exactement ça. Parce que c'est la chose la plus importante, quoi. C'est exactement ça. Alors, il y a plusieurs difficultés là-dedans. Je pense qu'effectivement, il y a le côté créatif, mais ça, on peut le résoudre par cette prise de recul. Mais il y a le côté émotionnel de l'attachement à ce que tu as construit aussi, parce que même si ça ne marche pas, tu as quand même fait quelque chose. Tu as construit. Et ça, c'est... Alors, une autre manière de le voir, c'est que pour moi, les seules structures qui peuvent progresser sont celles qui ont assimilé la notion de sunk cost. Tu dois être bien familier de ça. Oui. Sunk cost, alors en français, ça se traduit un peu mal, mais c'est les coûts irrécupérables, on va dire. Et donc, c'est un investissement. Enfin, tu croyais que c'était un investissement, puis en fait, ça ne va pas te servir pour la suite. C'est perdu. C'est un investissement qui ne sert pas pour la suite, c'est-à-dire que c'est une perte. C'est une perte. C'est un write-off, comme disaient les Américains. C'est un write-off, voilà. Donc, mais il faut réussir à acter que c'est un sunk cost et ne pas se dire, et être prêt, voilà, et ne pas se dire, non, mais il y a encore quelque chose que je peux réutiliser. Non, en fait, ce truc-là, c'est mort. Tu peux plus le réutiliser. Et donc, quand tu as assimilé ça, tu es capable d'imaginer autre chose et de débarrasser de ce que tu avais construit précédemment, même si tu y investis beaucoup d'énergie. Et ça, c'est un peu contraire à tout ce qu'on nous apprend très souvent, y compris évidemment dans nos études, parce qu'il y a un côté très prévisible et linéaire dans tout ce qu'on apprend généralement dans nos études, parce que on nous apprend des choses qui marchent de manière certaine, parce que si on nous les enseigne, c'est qu'il y a déjà des dizaines de milliers, parfois des millions de personnes qui sont déjà passées sur ce chemin-là, et on sait que ce chemin-là, il marche. Approuvé, validé. Donc, tout ce qu'on fait quand on nous apprend des choses dans nos études, c'est nous faire parcourir des chemins qui ont déjà été débroussaillés, et donc, le temps qu'on passe est toujours effectivement un investissement et nous aide toujours à progresser sur ce chemin-là. À la différence de quand tu crées quelque chose, tu prends, il n'y a pas de chemin par définition. Et donc, des fois, tu te trompes complètement, tu n'es pas du tout sur une route. Et donc, c'est un dead end et il faut revenir et changer d'orientation. Et avoir cette humilité aussi. C'est là où je pense probablement que des associés, des personnes de confiance avec lesquelles tu es capable d'avoir des discussions très directes pour ne plus t'attacher à ta solution, à toi, peut aider. Est-ce que ça a été le cas ? Oui, ça, je pense que c'est... Alors, on va revenir à la musique. La musique m'a beaucoup appris pour ça. Parce que, tu vois, typiquement, quand tu joues un morceau, m'a beaucoup appris à quoi faire, à me détacher de ce que j'ai fait pour réfléchir de manière objective, extérieure, à d'autres manières potentielles de faire mieux. Donc, de ne pas être émotionnellement trop attaché à ce que j'ai construit. Pour le bien de ce que je dois construire, pour imaginer potentiellement d'autres solutions. Mais alors pourquoi la musique ? Parce que, par exemple, tu vois, quand tu joues un morceau de Chopin, tu joues devant des gens, alors les gens vont pouvoir apprécier ou ne pas apprécier. En tout cas, s'ils n'apprécient pas, ce qui correspond à tu as livré un produit qui ne marche pas. Quand tu traduis ça, tu traduis ça en langage entrepreneurial, c'est ça. Donc tu as joué et les gens n'aiment pas. Tu as fait un produit qui ne marche pas. Donc, mais quand tu joues un morceau de Chopin et que les gens n'aiment pas, ils vont pouvoir critiquer ton interprétation, différentes choses, mais ils ne vont pas dire Chopin est nul. Ils ne vont pas dire... voilà, parce que Chopin n'est pas nul. Chopin est un des meilleurs, enfin même peut-être le meilleur compositeur de piano que je connaisse. Mais en revanche, donc, quand toi, tu as composé un morceau... voire même tu es allé plus loin, tu as mis des paroles, c'est ton œuvre. Et tu as chanté, et tu es en train de tout faire, tu es en train de jouer, de chanter ton texte, et là tu joues ton morceau, et là les gens n'aiment pas.
Ça fait mal. Ouais, ça fait très Ça fait très mal. mal, Et ouais. parce que C'est une tu as très belle l'impression, là, image, pour le coup, ouais. qu'on c'est rejette, toi. que c'est C'est toi. toi qui es On rejette rejeté. toute ta Ouais. personnalité parce que tu y as mis toutes Ouais. tes tripes Ouais. Ouais. dans ce morceau et dans ton interprétation. Et donc là, quand les gens n'aiment pas, ça t'apprend à te détacher. Parce que Ouais. c'est nécessaire, hein, parce que sinon, c'est même vital. Si tu te détaches pas de ce que tu as fait, Tu es mort. voilà, parce que tu as l'impression que les gens te jugent toi en entier. Et donc ça, comme ça m'est arrivé pas mal de fois, de jouer des trucs, de composer des trucs et que ça soit pas forcément accueilli avec la plus grande ferveur, ça m'a appris à me détacher de ce que je fais, de ce que j'ai créé, à le regarder sous un autre angle, y compris sous l'angle de la personne qui le critique ou qui explique pourquoi il n'aime pas. Et à pouvoir réessayer autrement, à refaire et à retourner. Et ça, c'est une vraie force, Fred. Je souris parce qu'il se trouve que hier, j'ai enregistré un autre podcast. Là, j'en fais plusieurs en série, à distance, avec l'auteur de Chatter. Je ne sais pas si tu connais, Ethan Kross. C'était un livre qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Il en a écrit un deuxième. Chatter, c'est cette petite voix qu'on a en nous. Et qui nous dit Jean-Philippe, mais t'as été nul là. T'étais en dessous de tout. Fred, sur ce Chopin là, c'est horrible ce que t'as fait. Ouais. Et en fait, Chatter, bon, je vais pas spoiler l'épisode, qui sera d'ailleurs peut-être pas sorti au moment où on aura le note qui sera sorti, Fred. En fait, c'est apprendre justement à monter un peu au balcon et à se voir. Lui, Fred, c'est toi, la première personne qui parle de lui, et d'arriver justement à prendre cette élévation et cette distance par rapport à soi, aux accomplissements, aux actions qu'on fait, et d'arriver à manager ses émotions finalement de manière différente. Et je trouve dans le cœur de ce qui est notre sujet du leadership positif, c'est une vertu extrêmement importante, et pour plein de scénarios, pas simplement entrepreneuriaux d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait la difficulté, alors il y a la difficulté par rapport à soi, par rapport quelque part à une forme d'amour-propre qu'on peut avoir, et de fierté qu'on a envie de ressentir. Donc, de constater qu'on s'est trompé, c'est toujours délicat par rapport à soi-même. Mais après, il y a aussi le regard des autres. Complètement. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Alors, bon, il faut essayer au maximum de s'en défaire de ça. Parce que si le regard des autres nous empêche de nous améliorer, on a raté quelque chose. On a vraiment raté beaucoup. Même. Voilà, donc c'est là où c'est important effectivement d'avoir quand même autour de soi une forme de bienveillance et que les gens ne nous en tiennent pas rigueur quand on se trompe. Ils se disent ça va, je t'aime quand même, Fred. Tu vois, bienveillant, mais qui sache te dire aussi que tu t'es planté. Exactement. Voilà, que ce soit pas... Oui, non, pas complaisant. Non, c'est pas pareil, effectivement. Très différent. Bienveillant, mais pas complaisant, bien sûr. Et donc, comprendre que l'échec, l'erreur fait partie du parcours. Mais ça, alors, pour le coup, c'est ce que tu comprends aussi en faisant de la recherche. Alors, il y a un épisode qui m'a marqué aussi par rapport à ça, puisque Normal Sup, c'est une école pour te former en tant que chercheur. Je me souviendrai toute ma vie de cette première journée à Normal Sup où la directrice nous avait reçus dans l'amphi. Alors tu vois ce que c'est les épreuves de Normal Sup, c'est quand même assez compliqué. Je les ai jamais passées, à titre personnel, mais t'as des épreuves de 6 heures qui sont assez quand même complexes, et puis très souvent tu finis pas parce que c'est vraiment très long, et donc tu finis, tu te dis je sais pas, j'ai fait 25 ou 30% de l'examen, ça va pas marcher, puis finalement tu te retrouves avec 14, 15 ou 19 et tu te dis oui, mais donc en fait c'était pas fait pour on pouvait pas finir, en fait impossible, c'était pour 3 jours, c'était pas possible. Et donc elle nous reçoit dans l'amphi, et puis alors le taux c'est à peine 1%, je crois, des gens qui sont admis par rapport des milliers à se présenter, puis moi en physique il y avait 23 places si tu veux, donc c'est pas beaucoup, et donc t'as quand même l'impression d'avoir franchi une vraie barrière quand tu rentres. Et là elle nous dit bonjour à tous, bravo, vous êtes rentrés à Normal Sup, vous savez remplir un QCM. Je fais toi, ton QCM quand même, il était un peu chaudé. Il était un petit peu chaud. Elle dit mais oui, parce qu'il faut bien que vous compreniez que toutes les questions auxquelles vous avez répondu, d'autres se les sont posées. Vous n'avez fait que répondre à un stimulus, et maintenant, ensemble, on va apprendre à se poser les questions. Wow. Et ça, c'est... Et là, tu dis, ah oui, d'accord, c'est ça. Donc là, j'ai passé la barrière. C'était le bac à sable. Je sais faire 3 x 4, 12. Et là, maintenant, on va se servir quelque part de cette agilité nouvelle
qu'on a cette dextérité, cette facilité de calcul, puisqu'on parle aussi de ça, typiquement, pour aller beaucoup plus loin et se poser des nouvelles questions. Et ensuite, on est équipé normalement pour aller débroussailler beaucoup plus vite sur des nouvelles problématiques. Et ça a été, ça a été transformateur pour moi, de vraiment me dire, bon d'accord, ok, maintenant ça va, j'ai les bases, je sais compter, je sais lire, je sais écrire. Et maintenant, je peux chercher, quoi. Je peux chercher. Je peux créer, je suis prêt. Et notamment, je peux poser des questions. Oui. Et des questions pertinentes. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et j'ai eu un superbe épisode avec quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est un master coach, un guru coach, qui a écrit l'un des 2 best-sellers Coaching Habits. Et il a développé tout un modèle de coaching autour de 7 questions fondamentales. Ah oui. Alors, en fait, il y a toute une batterie et tu peux aller beaucoup plus loin que ces 7. Mais tu t'aperçois, et tu le sais comme moi, quand tu as des relations, que ce soit personnelles, amicales, familiales, mais surtout aussi professionnelles, des salariés, des employés et autres, que la capacité à rentrer dans une relation qui sera forte au niveau de la confiance et ensuite au niveau aussi de ce qu'on peut accomplir ensemble, ça suppose tellement de la curiosité que tu peux avoir vis-à-vis de l'autre. Et l'art de poser des questions avec une certaine curiosité, tout en respectant la personne, permet d'aller beaucoup plus loin, en fait, dans la capacité de créer des choses ensemble. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse, mais je suis tellement convaincu que la différence entre 2 questions, entre 2 personnes, peut créer une telle différence dans peut-être la recherche d'une solution, d'un produit ou d'autre chose, d'ailleurs, en fonction de ces questions posées. Donc, merci de nous le rappeler, parce que je trouve que c'est très puissant, l'art de la question. Oui. c'est pas... Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe à ce modèle de confiance. Moi, ce qui me fascine le plus dans le modèle Blablacar, c'est que tu mets des personnes ou des millions de personnes qui ne se connaissent pas et qui vont, par une approche quand même que tu as définie, je tiens à le dire, alors tu en parleras mieux que moi, tu as formalisé un framework, un modèle qui s'appelle DREAMS, voilà, avec la NYU, Stern School of Business, et étudié aussi à Harvard, INSEAD, Warwick. Et c'est un modèle qui a montré que les membres Blablacar, avec un profil complet, étaient considérés finalement plus dignes de confiance que des collègues de travail, voire même des voisins. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Et donc, explique-nous comment tu as construit cette mécanique de confiance et comment tu as été sensibilisé à ça. Parce que finalement, tu n'es peut-être pas immédiat là aussi comme trouvaille. Alors, merci beaucoup d'amener ce sujet-là, parce que si tu veux, si je prends du recul par rapport à tout ce que j'ai pu découvrir et faire jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça, c'est le truc le plus dingue, le plus fondamental que j'ai découvert. Si tu me demandes vraiment aujourd'hui qu'est-ce qui est le truc le plus important que tu as fait ou découvert, c'est la création de ce modèle de confiance-là. Parce que, en fait, alors, comment je me suis intéressé au sujet déjà ? Par nécessité, puisque on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, mais quand tu vas faire un covoiturage, tu as envie de savoir avec qui, tu as envie d'avoir confiance dans la personne avec qui tu vas faire du covoiturage. Et donc, tu te poses la question de l'origine de la confiance. Et en fait, aujourd'hui, dans notre société, dans la manière avec laquelle tout est structuré, la manière avec laquelle on crée de la confiance, alors historiquement, c'est par de la proximité. Voilà, on se connaît, on s'est rencontrés plein de fois, donc on habite un peu au même endroit. Un lieu un peu commun, voilà, c'est ça, on se connaît, on s'est vu plein de fois, et donc en fait, on base notre confiance dans le futur, parce que quand on parle de confiance, c'est toujours une projection future sur la base de données passées. Donc non seulement c'est sur la base de données passées, mais c'est aussi sur la base de données de proximité. C'est-à-dire que c'est pas parce que je rencontre, je sais pas, si j'ai 25 ans, que je rencontre quelqu'un qui a 25 ans, mais qui a grandi à l'autre bout de la planète, en fait, on a vécu en même temps, mais comme on se connaît pas, on n'a pas développé de confiance. De contexte commun. Par contre, si c'est quelqu'un, même si j'ai une différence d'âge de 30 ou 50 ans avec l'autre, mais que je le connais, là, je peux avoir une confiance. Donc, il n'y a pas que la notion de passé, il y a la notion de passé commun et d'interaction commune dans le passé. Bon, bref. Là, grâce à la technologie, on fait sauter ces barrières-là. C'est-à-dire qu'on est capable, quand j'ai une interaction avec toi, avec quelqu'un d'autre, avec 12 personnes, si tu laisses, par exemple, un avis positif sur moi, quand quelqu'un d'autre va arriver, il va voir mon profil et il va voir les 12 avis positifs de 12 autres personnes qui ont interagi avec moi et il va se dire donc cette personne-là a l'air d'être une personne de confiance parce qu'il y a 12 avis positifs.
Et ça, c'est une rupture complète de la manière avec laquelle on peut construire notre confiance. Parce qu'on est maintenant capable de, quelque part, télécharger la confiance de quelqu'un. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir eu 12 interactions avec cette personne-là sur les 2 dernières années. Ouais. Si c'est d'autres personnes qui ont eu ces 12 interactions-là et qu'elles ont fait état du fait que leur relation s'est bien placée, eh bien, je suis capable de télécharger cette confiance instantanément. Et ça, c'est une rupture. C'est une rupture dans la manière de construire la confiance, de la même manière que, si tu veux, le réseau téléphonique était une rupture dans la manière de communiquer. C'est-à-dire qu'au lieu de communiquer, avant, on pouvait communiquer qu'avec une personne qui était à quelques centimètres ou mètres de soi, ou dizaines de mètres si on crie, mais c'est tout. Maintenant, on est capable de communiquer avec des gens qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres. Et donc là, de la même manière, tu te dis, mais en fait, là, on est maintenant capable de créer de la confiance envers des personnes qui ne sont pas là, avec qui je n'ai pas interagi. Alors qu'avant, il fallait qu'on se soit rencontrés par le passé et qu'on soit au même endroit. Donc ça, c'est ça la rupture que la technologie a pu amener. Et alors donc évidemment, je me suis dit, bon, ça c'est la premier constat de rupture. Et derrière, comment tu l'as construit? Donc là, je me suis posé la question de tout ce qu'on pouvait télécharger comme... agrégé comme information, enfin, comme composante de confiance. Pour la construire. Et c'est là où donc j'ai développé le modèle Dreams. Le modèle Dreams, c'est les 6 piliers, je l'ai appelé comme ça, les 6 piliers de la confiance. Et Dreams, c'est un acronyme, donc c'est 6 lettres. Et donc le D, c'est pour les informations qui sont déclarées, c'est-à-dire par exemple, je m'appelle, je sais pas, Albert, et puis j'aime les maths et la physique, et puis voilà, j'aime bien la musique, et puis je suis né en telle année. Et voilà. Puis, donc des informations déclaratives, y compris la photo. Le R de Dreams, c'est pour les ratings, donc c'est toutes les notations, on en a parlé, c'est-à-dire les expériences positives. Le E, c'est pour l'engagement. Alors l'engagement sur une plateforme technologique qui va être... c'est un paramètre qui va être tourné vers le futur. Nécessairement. Et donc, comment on matérialise l'engagement sur une plateforme technologique comme ça? C'est par simplement, par exemple, un passager qui va payer à l'avance en disant, bah oui, je viens après-demain à 18h30 parce que regarde, d'ailleurs, j'ai déjà payé mes 25 euros. Donc, en fait, je suis engagé. Et ça, tu peux le passer en digital aussi. Ensuite, le A, c'est pour l'activité. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es inscrit hier sur la plateforme ou est-ce que tu t'es inscrit il y a 3 ans et que tu as déjà utilisé 112 fois la plateforme. Donc ça, c'est pareil, c'est un facteur de construction de confiance. Le M, c'est pour la modération. Donc ça, c'est le travail de la plateforme qui vérifie que les échanges sont bien cordiaux et avec un but de covoiturage uniquement pour nous. Et puis le S, c'est pour social. C'est la possibilité, quand tu as un profil social sur un autre réseau, quel qu'il soit, de pouvoir le connecter à celui de Blablacar. Et donc, en fait, quand tu... Donc ça, c'est ces 6 paramètres de construction de confiance que tu peux déployer technologiquement. Tu as un brevet là-dessus ou... Non, il n'y a pas de brevet. Il n'y a pas de brevet. Parce que c'est juste un framework, mais après il y a un modèle de data, il y a un data graph qui est derrière qui va... Et donc, pendant des mois, des années, on s'est attelé à être sûr de déployer chaque composante, chaque pilier pour construire la confiance. Et alors après, évidemment, vient la question de... moi, je voulais une preuve. Tu vois, derrière cette théorie, on rejoint le domaine de la recherche. Là, mais je me disais, bon, c'est bien, tu as imaginé ce truc-là, tu l'as développé. Maintenant, est-ce que ça marche? Et donc, je voulais aller calculer un degré de confiance. Et alors, en m'intéressant donc à ce sujet de confiance, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'experts de la confiance au niveau mondial. J'étais très étonné. C'est un sujet qui, paradoxalement, en tout cas, en tant que tel, n'est pas très étudié. Il y a d'autres manières détournées d'aller parler du sujet de confiance, mais le sujet lui-même de ce qu'est la confiance et comment l'humain s'en sert pour agir, il n'est pas très développé. J'ai trouvé quelques chercheurs. Alors, il y a Arun Sundararajan aux États-Unis, à NYU Stern. Il y a Rachel Botsman en Australie. En France, il y a Yann Algan. Il y a quelques experts comme ça qui s'intéressent à la confiance, mais franchement, il n'y en a pas tant que ça. Et alors, je me suis dit, comment on va faire? On va aller mesurer, on va poser une question. Et donc, on a pris des gens dans notre réseau et puis des gens pas dans notre réseau. Mais on est allé poser des questions alors on avait quasiment 20 000 répondants, je crois, sur notre enquête. Et on va leur demander sur différents pays
quel est le degré de confiance qu'ils apportent à différentes catégories de personnes. Ça, c'est intéressant aussi, le critère national payé, parce que ça peut changer beaucoup de choses. Ouais, exactement. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que on demandait aux gens sur une échelle de 1 à 5, quel est votre degré de confiance par rapport à telle catégorie de personnes. Les catégories de personnes, tu vas avoir les voisins, les collègues, les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, ta famille, voilà. Et puis bon, au milieu de tout ça, on dit un covoitureur, quelqu'un qui est sur, quelqu'un qui fait du covoiturage. Avec Blablacar. Et alors là, et qui a un profil complet, justement. Parce qu'il faut quand même... on ne va pas prendre un profil justement vierge, on va prendre un profil de quelqu'un qui a quand même un profil complet, donc qui respecte le modèle Dreams. Donc il a un peu toutes les caractéristiques. Et bah là, oui, énorme surprise, parce que le critère, c'était qui donne 4 ou 5 sur 5 à telle ou telle catégorie. Et on comptait le pourcentage. Et donc, sur quelqu'un qui te suit sur les réseaux sociaux, le pourcentage de gens qui donnent 4 ou 5 sur 5 en confiance, il est moins de 16%. Ça ne me surprend pas. Sur les voisins et les collègues, on est entre 48 et 52% qui donnent 4 ou 5 sur 5 en niveau de confiance. Sur les gens de la famille, on est entre 92 et 94% en termes de confiance, tu vois, à 4 ou 5 sur 5. Et la grosse question, c'était où est-ce que se situent les membres Blablacar avec un modèle Dreams. Et là, on est à 88%. Waouh, c'est un truc de fou. C'est dingue. C'est-à-dire que tu avais les amis, la famille. Alors, en gros, on était sur le podium. Les amis, la famille en premier. C'est très proche, quoi. Enfin, la famille d'abord, les amis après. Et après, la communauté Blablacar. Et communauté Blablacar juste après. Complètement fou, parce qu'on est les seuls, justement, où il n'y a pas eu d'interaction. Les gens ne se sont pas rencontrés. Mais par contre, ils voient le profil, ils se disent bah oui, je peux lui faire confiance. Pourquoi ? Parce que j'ai tous les avis de tout le monde, parce qu'il y a des choses qui ont été checkées. Après, en termes de modération, nous, on peut aller vérifier les pièces d'identité aussi, tu vois, des choses comme ça. Et donc ça, c'était une révolution pour moi de constater ça. Et donc c'était la preuve qu'effectivement, on est capable de construire un réseau de confiance à distance entre des millions de personnes. Et c'était surtout pour nous la clé du scaling. Parce que tu ne peux pas faire grandir une communauté de millions de personnes si tu n'as pas établi, évidemment, une forte confiance par rapport au service que tu livres. C'est fondamental. Non, je trouve ça assez fascinant, franchement. Et il y a plein d'épisodes, on a parlé de la confiance aussi avec des auteurs de neurosciences, de psychologie positive, donc d'un domaine très différent au niveau humain de comment on capte et crée une confiance. Et je trouve que c'est super que tu aies pu, dans ton produit, finalement, modéliser ça, noter ça, bien plus loin que le rating qu'on a avec notre chauffeur Uber ou autre, qui est quand même très limité dans ce que ça représente et l'authenticité, je trouve, même du rating que l'on donne, d'ailleurs, à la fin. Et donc, je trouve ça super. On va changer de sujet, toujours autour de Blablacar, et plus largement, finalement, aussi, Fred. C'est sur l'environnement, parce que tu n'as jamais encore prononcé le mot environnement, finalement, depuis qu'on est là ensemble, ce qui est assez intéressant. Et même quand tu parlais de ton enfance, tu parlais de la nature, tu as parlé de tout ça, finalement, sans utiliser le terme. Je regardais des chiffres d'une invitée que j'ai eue dans le podcast, qui s'appelle Anna Ricci, je ne sais pas si tu la connais, qui est une data scientist, qui est très, très pointue sur l'environnement. Et elle a en fait un blog qui est super, qui s'appelle Our World in Data. Et donc, Anna, j'ai pris quelques données qu'elle a, parce qu'elle va loin dans l'analyse des données, après, pour essayer de faire parler la réalité, le vrai et le faux de chiffres. Ce qu'elle dit, c'est que 24% des émissions mondiales de CO2, finalement, c'est ce que représente le secteur des transports dans le monde. Et que le transport routier en représente les 3/4, donc 45% pour les véhicules de passagers. Et en France, la situation semble encore plus frappante puisque les transports sont le premier secteur émetteur, responsable de 32% des émissions totales du pays, soit 130 millions de tonnes de CO2 équivalent. Le transport routier compte pour 94% de ces émissions sectorielles et chaque siège vide dans une voiture, bien sûr, c'est une opportunité manquée de réduire cette empreinte. Et je crois qu'un chiffre que tu as diffusé, il doit être mis à jour, je pense, depuis, était de 2,5 millions de tonnes de CO2 évitées en 2024. Ouais, c'est évité par an. Ouais, ce qui est déjà colossal, ce qui est colossal. Tu vas nous donner une perspective pour ce que ça représente. Et finalement, j'ai envie, au-delà de cet acquis qui est déjà super, moi je dis chapeau, c'est énorme, que tu te projettes dans les années qui viennent. Je ne sais pas si c'est les 5-10 années qui viennent. Parce qu'il y a l'électrification quand même des véhicules, il y a les voitures autonomes. Quand tu es à Silicon Valley, on prend Waymo ou autre, on s'interroge. Mais ça va arriver chez nous, ça va arriver aussi, même si c'est un peu plus loin que les politiques publiques. Comment tu imagines l'évolution de ta plateforme, finalement, pour maximiser cet impact climatique ? Et en quoi cet objectif est
très important, fondamental pour toi, autant finalement que la confiance et que le succès économique et financier de Blablacar. Oui, alors il y a beaucoup de Je questions. sais, Elle est longue, c'est une celle-là. question qui est... Parce qu'on avance beaucoup dans le temps, malheureusement, et je suis obligé de... Alors, comment y répondre de manière Ouais. succincte? Ouais. Alors oui, Blablacar aujourd'hui permet l'économie de 2 500 000 tonnes de CO2 par an. Alors, en termes de pourcentage, c'est... alors effectivement, tu parlais des pourcentages du transport routier, enfin des voitures dans les émissions, notamment en France où c'est plus élevé. Ce qu'il faut voir, c'est que la raison pour laquelle c'est plus élevé en France, c'est aussi parce que notre mix énergétique en France, il est pas mal nucléaire. Bien sûr, et que donc, du coup, il pollue moins. Et donc, effectivement, la voiture prend plus de place à ce moment-là, puisque les autres sources d'énergie sont moins polluantes. Donc, en fait, c'est pas qu'on est un mauvais élève. C'est que une déformation du modèle. Mais... donc 2 500 000 tonnes de CO2, c'est à peu près 0,5% des émissions d'un pays comme la France, puisque la France émet à peu près 500 millions de tonnes de CO2 par an. C'est aussi 2 fois plus que les émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Et donc, c'est juste pour donner un sens c'est bien, d'échelle. Tu nous ramènes à la réalité très concrète. Donc, pourquoi? Juste par quelque chose de simple, c'est qu'il vaut mieux 2 passagers par voiture que 2 voitures par passager. Enfin, c'est ou 2 voitures par personne, évidemment. Donc, on optimise le taux de remplissage des véhicules et à ce moment-là, on génère des économies de CO2 par rapport à l'existant. Il faut voir qu'on part d'une base, effectivement, où il y a beaucoup de gâchis. Je sais pas, alors je peux donner des chiffres. Je sais pas si je peux donner quelques chiffres. Un ou deux de plus. J'en ai plusieurs là. Je sais. Alors comment dire? Bon, une voiture passe quasiment 95% de son temps arrêtée. Quand elle roule 3 fois sur 4, il y a qu'un passager, il y a qu'une personne à bord. Et après, tu mets ça en regard de aussi d'ailleurs le temps effectif où elle roule, parce que il y a alors c'est 0,5% de sa vie qu'elle passe à chercher une place de parking pour se garer, 0,5% de sa vie qu'elle passe coincée dans les bouchons. Enfin bon, il y a différents trucs comme ça qui font qu'in fine le temps où elle roule c'est très très peu. Et en plus quand elle roule quasiment à vide. À côté de ça, tu mets ça en regard de l'enjeu financier. Qui est en face, une voiture, ça coûte à peu près 6 000 € par an à l'entretien quand tu comptes tout, c'est-à-dire dépréciation du véhicule, réparation, etc. Parking, réparation, assurance, péage, tout ce que tu veux. Et donc, si tu multiplies ça par le nombre de véhicules en France, il y a à peu près 38 millions de véhicules. Tu dépasses les 200 milliards, tu es à 220, 230 milliards. Et c'est-à-dire que ce serait une belle source d'économie pour notre Premier ministre. C'est 8% du PIB. Et tu passes dans une ressource qu'on utilise un quart de 2% de sa valeur. Donc bref, en fait, il y a un gros gâchis à ce niveau-là. Et en plus, quand tu regardes l'énergie principale qui est utilisée, évidemment, c'est l'énergie d'origine pétrole. Quand une voiture d'une tonne 5 se déplace avec seulement un conducteur à bord, tu as 95% de l'énergie dépensée qui sert à déplacer la tôle. C'est fou. Et donc seulement, voilà. Donc, et c'est de l'énergie fossile. Donc en fait, 95% de l'énergie fossile qu'on a extraite ne sert pas à déplacer les gens, sert à déplacer la tôle. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise le taux de remplissage pour essayer de baisser cet immense gâchis, tout simplement. Et ça, c'est valable non seulement pour les voitures, mais aussi pour tous les véhicules. Alors, il y a des véhicules qui sont déjà structurés. C'est multimodal maintenant aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, sur Blablacar, tu trouves du covoiturage, du bus et du train. Et donc, si tu veux, quand tu prends le train ou même quand tu prends l'avion, en général, justement pour des raisons de coût, ils ont déjà optimisé leur usage. Comme c'est des entreprises qui gèrent ces véhicules-là, ils cherchent évidemment à optimiser le taux de remplissage parce que économiquement, ça fait sens. Ça fait sens. Par contre, au niveau de l'usage particulier des voitures, il n'y a pas cette optimisation générique qui est faite par une entreprise et qui dirait « Attends, c'est pas possible, toi, t'as 3 places dans ta voiture, pourquoi tu roules tout seul ?» Parce que c'est comme ça. Mais et donc, nous, on arrive avec une solution pour remplir et intéresser évidemment le conducteur dans l'équation, en lui disant tu vas récupérer de l'argent si tu prends quelqu'un dans ta voiture. Donc, nous, notre mission globale, en général, c'est d'aller optimiser les taux de remplissage de tous les véhicules. Que ce soit des voitures, des bus, des trains, enfin tout ce qu'on peut, dans la mesure où, évidemment, ça diminue les émissions de CO2 par personne transportée, tout simplement. Donc c'est ça la mission. Blablacar n'est pas une entreprise à mission.
Non, on n'a pas fait le switch. Alors, ça n'existait pas de toute façon, quand on s'est créé Je entreprise suis à surpris mission. parce Enfin, que mais non, mais tout oui, ce que ce tu serait... décris, c'est fondamentalement, je suis aussi président de comité de mission d'une boîte que j'aime beaucoup, parce que les fondateurs Ouais. que tu dois connaître, qui est Open Classroom. Oui. Et donc, parce que le sujet d'entreprise à Donc, mission ils ont fait la me démarche plaisait. pour changer le... Oui, ils sont nés comme ça. Hein, donc, ils sont B Corp. Ils sont nés entreprise à mission, quasiment. D'accord. Enfin, quelques années plus tard. Parce qu'ils sont nés, ils avaient 13 et 17 ans quand ils ont créé la boîte. Oui. mais du coup... Non, et par c'est contre, très Dift est une entreprise à mission. Parce que on va en justement, parler, on va en quand parler littéralement on s'est créé, tout de suite on est après, mais passé voilà, directeur, ça peut être une très bonne transition si tu veux, Fred, là-dessus. C'est que moi, je trouve que c'est remarquable, c'est que tu es le cœur, l'expression même de ce qu'on appelle une entreprise à mission, qui a pour objectif statutaire, effectivement, d'avoir une raison d'être qui montre qu'elle a un impact sociétal, social, environnemental et pas seulement économique et financier pour ses actionnaires. Et que, effectivement, chaque euro, finalement, que tu peux investir en développement de cette entreprise, et ce que tu as fait, et chaque euro de revenu qui rentre va avoir un équivalent en tonnes de CO2 économisées, quoi. Et ça, c'est très fort. Surtout quand on arrive à le mettre à l'échelle planétaire aussi, ce que tu fais dans des pays si on met très en différents. équation, ce qui est marrant, tu vois, sur Ouais. Blablacar, on a compté parce que, bon, on sait que ça fait des générations d'économie de CO2, mais tu sais, il y a toujours des gens qui disent « Ah oui, mais c'est de l'informatique, ça coûte cher. » Enfin, c'est-à-dire, ça pollue, machin, tout ça. Donc, et donc, on a fait le calcul. Ouais. On a compté tout ce que la structure technique Blablacar émet, à la fois par les machines, par les gens, par les locaux. Oui, toute ton empreinte carbone, et on a comparé cette empreinte-là à ce qu'on permet d'économiser. Il y a un facteur 700. C'est-à-dire pour 1 kg de CO2 émis par l'ensemble des opérations, bien sûr. On économise 700 kg de CO2 dans l'atmosphère. Donc en fait, c'est la plus belle démonstration qui soit. Bah voilà, plus Blablacar se développe, plus ça diminue les émissions de CO2. Alors, on va shifter parce que je sais que ton temps est compté et je voudrais surtout pas finir cette émission, on a encore un peu de temps, sans parler de ton nouveau développement que j'aime beaucoup. Hein. En 2022, tu repars de zéro avec un autre projet qui s'appelle Captain Cause à l'époque. Oui, au départ, voilà, je me rappelle du lancement d'ailleurs, parce que je suis un peu dans un environnement associatif et philanthropique depuis pas mal d'années aussi, qui est devenu DIFT. Et tu dis d'ailleurs que le déclic, c'est l'éco-anxiété de la jeune génération. 75% de la génération Z terrorisée par l'avenir. Et ce slogan lors de manifestations climat qui te hante, dont tu as parlé, « Quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a convaincu finalement de te relancer dans l'entrepreneuriat après le succès de Blablacar, sachant que je crois que tu es chairman, président maintenant, et tu as la sagesse, il y a déjà plus de 10 ans, de donner la main à un directeur général, et bravo pour ça, parce que tous les fondateurs ne le font pas nécessairement au bon moment. Et donc, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à DIFT finalement et à ce projet ? Alors, je crois que c'est toujours la même chose. D'une part, c'est l'envie d'être utile, et tout simplement, comme tant que je suis vivant, je ferai des trucs. Hein. Donc, oui, il y a cette. Moi, ce qui me motive véritablement, ce qui me satisfait, on va dire, c'est d'être utile à un problème. Et alors, si je pousse même un cran plus loin, c'est marrant, c'est assez récent que j'ai analysé ça comme ça. Ce qui me motive le plus, c'est quand quelqu'un me dit merci. Quand quelqu'un me dit merci, il me donne une énergie. Motivation incroyable. Je suis comme toi. Et donc, si tu veux, j'ai ça en moi d'être capable de me projeter assez loin en me disant je suis capable de travailler énormément, même si le merci, il vient dans 10, 15, 20 ans. C'est pas grave. Tu es patient. C'est pas grave. Mais je sais que si je vais sur cette voie-là et que je construis ça, au bout, il y a un merci. Et donc, c'est ça la magie. Il n'y a pas besoin de me dire merci tout de suite. Même si on me dit merci dans 15 ans, ça me donne de l'énergie aujourd'hui. Donc, ça, c'est fort. Et donc, ça m'aide à trouver les ressources et l'énergie pour le faire. Et puis surtout, ça m'aide à être heureux dans ce que je fais parce que j'ai l'impression de construire quelque chose d'utile. Donc, voilà, quand tu vois des jeunes défiler avec un panneau qui dit « Quand je serai grand, je voudrais être vivant », enfin, d'abord, au début, tu peux être scotché, les bras t'en tombent, tu te dis « Zut, la nouvelle génération n'a pas d'espoir ». Donc, quand même, la situation est compliquée, même si tu le sais, par ailleurs, tu vois de manière rationnelle que la situation est effectivement compliquée. Si tu regardes toutes les courbes de changement climatique et compagnie, tu vois que c'est pas parti dans le bon sens. Donc, bon, par contre, je sais aussi que la réponse, c'est pas l'inaction, c'est au contraire l'action. Et donc,
pour deux raisons. D'une part, parce que si tu agis, tu as des chances de changer le cours des choses. D'autre part, quand tu agis, tu n'as justement pas l'impression d'être passif et donc tu es plus heureux dans l'action que dans l'inaction. Donc, dans tous les cas, tout nous pousse à aller plutôt agir que regarder. Et donc, évidemment, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Ça me préoccupe, moi, mais en plus, je vois que, évidemment, je suis largement pas le seul. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ça ? Et en tant qu'entrepreneur, je me dis, moi, je sais faire quoi ? Je sais créer des projets avec un peu de technique et utiliser les outils contemporains pour répondre à des problèmes contemporains. Quand les outils changent, tu as des nouvelles solutions qui se créent, forcément. Tu as des nouvelles possibilités pour résoudre des problèmes qui peut-être ne pouvaient pas être résolus avant. Et quelle était, si je peux t'interrompre, Fred, quelle était ta définition du problème par rapport à ce slogan que tu avais vu ? C'est vrai qu'au début, je me suis dit... Comment tu le définis, ce problème ? Parce qu'il est énorme. Il y a deux... Alors, je vais prendre une autre analogie. Tu sais, quand un bateau coule, quand un bateau a la coque percée, on va dire, il n'est pas encore coulé. L'espoir encore. Tu as deux manières pour éviter qu'il coule. Soit tu écopes, soit tu bouches le trou. Tu peux écoper plus vite qu'eux ou tu bouches le trou. Voilà. En général, il faut faire les deux. Il faut essayer de... Alors, tu as l'urgence qui est écoper. Et puis après, il faut réparer quand même à un moment parce qu'on va pas... Sinon, on va finir par y aller. Au fond. Donc, à ce niveau-là, tu vois, par rapport notamment au changement climatique, tu te dis, faut écoper et puis il faut boucher le trou. Donc, c'est soit je crée un projet pour boucher le trou, soit je crée un projet pour écoper. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de manettes pour boucher le trou. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, de boucher le trou que d'écoper. Donc... Il faudrait que tu nous expliques aussi l'ampleur du trou tout à l'heure, dans quelques secondes. Vas-y. Mais donc j'ai pris la voie d'aller plutôt écoper, c'est-à-dire aller aider tous les gens qui se battent sur le terrain contre tous les effets du changement climatique, mais pas seulement. Alors, ça peut toucher la biodiversité, ça peut toucher le plastique dans les océans, ça peut toucher tout ce que tu veux. Et le social également, je crois. Et on a évidemment aussi le côté social de tout notre développement économique qui laisse sur le bord de la route tout un tas de personnes avec des conditions sociales qui ne sont pas acceptables en 2026. Et donc, je me suis dit, je vais aller aider tous ces gens-là. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider ? Ces gens, c'est qui ces gens ? Mais c'est tous les gens formidables qui sont dans les associations et qui font monde associatif. Tout le monde associatif. Tu n'as pas encore dit qui c'est. Oui, pardon, non, voilà. Pour parler du sujet. C'est des gens qui se fixent des missions extrêmement nobles, extrêmement ambitieuses et qui manquent de manière chronique de moyens. Parce qu'ils ont des missions, des buts parmi les plus beaux qu'on puisse avoir, mais ils n'ont pas de modèle économique. Non. Donc c'est affreux. C'est une situation très complexe. Donc moi je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour quelque part donner les moyens des ambitions, contribuer à ça. Et donc on a créé, c'est pour ça que j'ai commencé à rassembler des gens autour de moi. J'ai pris des jeunes, des très jeunes qui ont 20 ans de moins que moi, qui sont des gens super, aussi parce que ils sont directement, eux, convaincus. Il n'y a pas besoin d'aller les convaincre, il faut faire quelque chose. C'est pour eux. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né Captain Cause, puis DIFT, qui s'appelle aujourd'hui DIFT. Alors DIFT, ça veut dire don plus gift. C'est un néologisme qui est la fusion du mot don, ou alors en anglais, c'est donation as a gift. Donc c'est, si tu veux, un don que tu offres en cadeau. Et alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Les entreprises, tu en as parlé, elles peuvent distribuer des DIFT, parce qu'en plus, c'est un nom commun, et c'est même un verbe. Tu peux difter aussi. On dift, carrément. Carrément. Et donc, les entreprises, elles vont distribuer des DIFT soit dans des programmes de fidélité, soit en récompense à différentes choses à leurs clients, mais aussi à leurs collaborateurs, ce qui donne aussi un sens additionnel, parce que tu sais pourquoi tu travailles, tu aides aussi des projets en faveur du bien commun. Donc ça, c'est un modèle. Par exemple, tu vois, chez Accor, dans le programme All, Accor Live Limitless, tes points de fidélité, tu peux les changer en dons à des associations. Tu peux les envoyer. Et donc ça envoie des centaines de milliers d'euros vers des associations. Donc c'est super. On a plein de partenaires comme ça, entreprises. On a une douzaine de sociétés du CAC 40 et puis 400 entreprises qui comme ça, participent au programme, ce qui nous a permis d'aiguiller déjà plus de 20 millions d'euros vers 300 associations. C'est le premier contributeur, l'entreprise, je veux dire, de ton modèle. Aujourd'hui, oui. Et là, plus récemment, on a développé un autre modèle qui sont les collectes solidaires. On aide les associations à aller mobiliser leur réseau pour collecter
non seulement collecter auprès des gens qui connaissent de leur communauté, tous leurs bénévoles ou leur communauté de donateurs, ouais. mais aussi maintenant aller au niveau 2 en permettant aux associations d'aller mobiliser le réseau de leur réseau. Le réseau, absolument. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus puissant et ça nous permet de faire, tu vois, là, il y a je revois quelques jours, on a eu une levée par une association de 200 000 € en 72 heures. Super. Par le réseau de réseau comme ça. Ouais. Donc, ça permet aux associations de se donner des nouvelles sources de financement et aussi, au-delà du financement, des gens impliqués à leur côté qui les soutiennent de différentes manières, qui peuvent devenir des donateurs long terme, mais qui peuvent aussi tout simplement venir les aider parfois en tant que bénévoles. Donc ça permet de sensibiliser, de se faire connaître et d'avoir plus de moyens. Donc ça, les associations, pour ça, elles adorent DIFT parce que ça leur permet de... C'est énorme, surtout qu'à l'heure actuelle, je connais un peu le contexte depuis pas mal d'années avec l'association dont j'ai le plaisir d'être le président cofondateur Live for Good. Et ben, il y a un peu un bain de sang au moment associatif, comme tu sais, du fait de financements qui ont été réduits au plan public de manière dramatique. Et que les associations essaient de collecter, se battre toutes les unes contre les autres, quelque part, pour aller faire des levées de fonds de 10 000, 20 000, 30 000 euros d'une manière héroïque, mais malheureusement pas durable. Donc c'est un profond, je veux dire, il y a un profond problème. Je tiens à rappeler que les dons en France, c'est à peu près, je crois, 8,5 milliards d'euros, contre 500 milliards aux US, pour donner un ordre d'idée également. La barre des subventions dans le budget des associations a chuté de 41% en 20 ans aussi. Ça, c'est pas inintéressant de se rendre compte un petit peu de ça. Comment tu as cette vision de DIF, parce que tu en es au début, tu as déjà plusieurs itérations, Captain Cost, ton modèle, etc. Comment tu vois dans le futur, non pas pour remplacer l'État, sûrement pas, je pense pas, tu vas pas me dire ça, mais tu parlais tout à l'heure, je trouve ça très intéressant de se dire finalement, ces assos n'ont pas de modèle économique. Est-ce que ton ambition, c'est de leur donner un modèle économique ? C'est de trouver des sources de financement. C'est pas exactement la même chose que de trouver un modèle économique. Je pense. Mais non, oui, c'est de... en fait, je pense qu'il y a, tu vois, on en parlait tout à l'heure, il y a le côté émotion. On a fait sortir, peut-être, je pense que c'est une erreur, mais on a fait sortir beaucoup d'émotions de nos activités économiques. Avec un axe assez à la fois simple mais peut-être stérile d'optimisation financière. Et je pense que là, ce qu'on a en face de nous, c'est la démonstration que le monde n'a pas besoin de plus d'argent. Mais il a besoin de plus d'entraide et d'amour. Et je pense qu'il faut que justement les entreprises, avec la chance qu'on a, c'est qu'au cœur des entreprises, il y a des cœurs. Il y a plein de gens. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Tout le monde a un cœur. Et donc, il faut trouver la manière de faire en sorte que cette production, notamment économique, serve à réparer le monde qui nous entoure, plutôt qu'à aller continuer à empiler de l'argent je ne sais où. Donc, c'est un peu ça la mission. C'est un énorme sujet là, que tu en es conscient, parce que ça serait quelque part, et on n'aura pas le temps de le traiter malheureusement, j'aurais beaucoup aimé, serait transformer tout le monde dans l'entreprise en ce qu'on appelle les entreprises à mission, qui statutairement vont effectivement à la fois récompenser leurs actionnaires, mais récompenser la société aussi. Oui, parce qu'en plus, c'est une prise de conscience et une humilité de la part de n'importe quelle entreprise de se rendre compte qu'elle ne pourrait pas fonctionner si l'environnement autour d'elle ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, tu fonctionnes parce que... Alors déjà tu as la terre qui te fournit généralement ta matière première et elle ne te fait pas payer pour ça. Et d'ailleurs, il y a des économistes qui pensent ça aussi, dans le sens, peut-être que l'erreur du tout, c'est de ne pas avoir... mis un prix sur les matières premières au moment où elles sortent de la terre, directement. C'est-à-dire extraire tant de la terre, ça coûte tant. C'est un coup de Parce temps. que ça nous donnerait des leviers pour justement aiguiller dans le bon sens. Alors que là, on est sur un modèle où si tu possèdes le terrain avec la mine en dessous de cette ressource en matière première, tu as la matière première, et, entre guillemets gratuitement, au coût d'extraction près. Mais on ne peut pas modeler
notre production ou notre volonté d'aiguillage de telle ou telle matière première par, par un levier financier initial. On ne l'a pas. Malheureusement, non, il aurait fallu réinitialiser le système. Voilà. Ou le faire, mais c'est Bon, un petit peu là, tard. on est en train de lever des sujets qui sont qui sont énormes. Alors, comme le temps nous est très compté, malheureusement, d'abord, pour tous nos auditeurs, allez sur la plateforme Dift et engagez-vous, que ce soit au niveau des entreprises et vous, parce que je pense que ou c'est même une ça marche superbe... aussi pour, tu sais, quand tu as un anniversaire ou un Absolument, Noël ou quoi. d'offrir Tu peux faire une cagnotte Dift. D'accord, super. Et tu dis, bah, moi, je n'ai pas besoin de cadeaux. Voilà, si vous voulez plutôt me faire plaisir, eh bien, soutenez telle association. Soutenez telle asso et on fait directement. Ça, on peut le faire sur Dift aussi. Ouais. Alors, je passe à un autre sujet, un autre prix, enfin une autre entreprise, entre guillemets, c'est le prix des citations que tu es en train de lancer, littéralement où on enregistre. Alors, moi, je trouve que c'est un projet qui dit beaucoup de toi. On a parlé tout à l'heure au tout début de l'épisode, le fils d'une prof de français qui croit au pouvoir des mots, le fondateur de Blablacar, donc un nom lui-même qui est une trouvaille linguistique, quand même, Blablacar, blabla, et l'inventeur du mot Dift. Voilà, il y a des mots qui sont un fil rouge partout dans ta vie. Alors, pourquoi ce prix des citations ? Alors, le déclencheur, on va dire, c'est l'été dernier, j'étais au musée des prix Nobel. Oui. C'est très inspirant d'ailleurs d'aller au musée des prix Nobel parce que c'est... Bah, à Oslo ? Non, à Stockholm. À Stockholm, parce qu'il y a un autre bâtiment aussi là-dessus à Oslo. Ah, d'accord. Mais Stockholm, ok. Et donc, bon, parce que tu découvres toutes les découvertes, les inventions, le génie des prix Nobel. Et puis à la sortie, je feuilletais des livres de prix Nobel et puis des livres de citations de prix Nobel. C'est très inspirant. Puis là, je me suis dit, il n'y a quand même pas que les prix Nobel qui font des belles citations. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'il existe un prix des citations ? Et donc c'est là que j'ai fait l'association d'idées. J'ai commencé à chercher. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de prix des citations en France. Puis je me suis même rendu compte qu'il n'y en a pas dans le monde. En fait, il y en a nulle part. Et moi, je trouve ça utile parce que si tu veux, les citations m'accompagnent énormément. J'ai plusieurs centaines de citations en tête qui me guident. Ah oui, je pense. Wow. Suivant les citations. Oui, suivant les moments. Tu as des citations qui te viennent en tête. Oui, très souvent, enfin moi je sais que ça m'aiguille énormément pour synthétiser quelque part des pensées un petit peu complexes et comprendre dans quelle direction il faut aller, quel est le bon sens à appliquer. Je me sers très souvent de formules. Il y en a beaucoup d'Einstein. Est-ce qu'il y a un repository sur j'ai pas de repository. Ou autre chose, je sais pas, sur Katia Toumi? Non, j'ai pas. D'accord, ok. Ils sont dans ta tête. Ouais, il y en a. Et celle que je préfère, c'est celle de Galilée qui dit je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut rien à m'apprendre. Ah oui, ça, c'est... c'est le démarrage de tout. Ouais. Et bon, enfin, donc j'ai beaucoup de citations comme ça, où tu vois, ou celle de Victor Hugo qui dit rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Oui, celle-là, je le connais. C'est très, très fort aussi, ça. Tu vois, bon. Donc, et elles accompagnent ma vie depuis maintenant très longtemps, quand même, les citations. Elles m'aident à décider. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas les récompenser. Et de trouver les phrases peut-être aussi contemporaines qui peuvent nous aiguiller dans cette période assez incertaine ou chaotique. Et bon, voilà, comme je suis entrepreneur, je me dis, ça, je sais faire. Créer un truc qui n'existe pas, je sais faire. Donc, c'est parti. Donc, ça va être le premier prix. Ça va être le premier, ouais. Et il y aura des lauréats, là aussi, alors, pour des créations, creusé la tête ou pour aller référencer des situations existantes récentes, mais peu connues. Alors, je me suis dit, il faut aller chercher des citations contemporaines quand même. Donc, je vais sélectionner des citations plutôt dites ou écrites en 2025-2026. D'accord. Donc juste à peu près maintenant. L'idée étant d'aller, suivant les catégories, mettre en avant des phrases pertinentes, enfin des phrases qui nous font réfléchir. Donc il y a plein de catégories. Tu as éducation et transmission, littérature et médias, économie et entreprise, sport et aventure, culture et art de vivre. Voilà. Tu as même des catégories pensée éternelle. J'ai même une catégorie perle du rire parce que quand même on va rigoler. Et donc il y a un petit peu toutes ces catégories-là. Et je me suis bien creusé la tête sur le process. Donc là, j'ai fait un grand appel à collection de citations. Donc on a collecté des centaines et des centaines de citations. Et puis après, j'ai mis en place un comité de sélection avec une trentaine de personnalités
Donc, c'est des personnalités, ça va de Philippe Aghion à Tony Estanguet, en passant par Stéphane Bern, Violette d'Orange, et puis, je sais pas, Heidi Sevestre et Arthur Aubeuf. Oui. Donc voilà, c'est très, très, Belle brochette. très, très vaste. Donc, ces personnes-là vont nous permettre d'atteindre 5 citations par catégorie. D'accord. Et puis, lors de la cérémonie Oui. du prix des citations, eh bien, toutes les personnes présentes voteront pour aller passer de 5 citations à une par catégorie. Wow. Et donc, on va avoir une quinzaine de phrases qui vont sortir cette année, dont la citation après. de l'année qu'on va publier après. Voilà. J'adore. Très impatient de connaître, de révéler ces citations. Moi aussi. Mais toute dernière question, malheureusement, Fred, parce que le temps passe. Je trouve que c'était un épisode passionnant parce que de la révolution de la confiance Babacar que tu as créé, tu as parlé extrêmement précisément de ce modèle de confiance, à la réinvention de la générosité d'entreprise avec DIFT et envers son monde associatif qui en a tellement besoin. La trajectoire incarne finalement la conviction que le rôle de l'entrepreneuriat est fondamentalement d'améliorer. D'ailleurs, tu as dit que le rôle de l'entrepreneur est d'améliorer la société. C'est une citation là, que j'ai notée de toi. Ouais, c'est ma vision en tout cas, parce que c'est ça qui me motive. J'aime beaucoup. Et donc, après près de 2 décennies finalement à bâtir des entreprises, qu'as-tu appris sur le leadership, sur ce qu'il faut vraiment pour mener les gens vers quelque chose qui a du sens? Alors, il y a plein de choses. Mais alors déjà, je pense qu'il y a une histoire d'être soi-même convaincu par ce qu'on fait pour être convaincant. Et à partir du moment où tu es convaincant, tu attires, tu fédères et tu crées de l'énergie chez toutes les personnes positives qui t'entourent et collectives. Ouais. Avec la volonté des gens de travailler vraiment ensemble sur une même mission. Donc déjà, il faut être clair sur la mission, il faut être cohérent soi-même, c'est-à-dire que ça nous correspond, on n'est pas en train de s'inventer, c'est pas un rôle, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, parce que quand on dit le rôle de l'entrepreneur, en fait, l'entrepreneur, quand il a... Alors, on a tous des rôles, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un rôle de composition. Quand tu es entrepreneur et que tu emmènes une équipe, c'est vraiment ce qui te meut, c'est-à-dire ce qui te motive, qui fait que tu agis, qui aussi est une énergie contagieuse qui va emmener tout le monde. Donc, tu n'es pas en train de jouer un rôle, tu es en train de jouer ton rôle. C'est très différent. Donc déjà, il y a cette forme de cohérence, d'intégrité par rapport à la mission que tu mènes. Et que ce soit un but qui du coup parle à tout le monde. Après, il y a créer les conditions pour que chacun puisse avoir l'autonomie et la liberté de décider de la bonne manière de faire sur son périmètre. C'est complètement différent de aller expliquer à quelqu'un comment il doit faire. Moi, je suis plus de l'école qui va être expliquer quand il faut pourquoi on fait les choses. Le pourquoi, le contexte est toujours on fait ces choses-là. Pour cela, maintenant, sur la méthode, c'est toi de ton poste qui vois la meilleure manière de faire. C'est pour ça aussi que chez Blablacar, on a beaucoup développé des principes plutôt que des process. Parce que les principes, c'est beaucoup plus libérant que les process, en fait. Qui enferment. Voilà. Parce que quand tu as un principe, par exemple, je vais prendre, je sais pas, fail, learn, succeed. Donc, tu échoues ou tu essayes, on va dire. Tu apprends et tu réussis. Ça donne quoi dans une structure? Ça donne le fait que les gens se disent je peux essayer, puis après je vais apprendre, puis après je vais réussir. C'est-à-dire que déjà tu crées une culture dans laquelle l'échec n'est pas blâmé. Tu dis non, se tromper, ça fait partie du parcours. Donc tu te trompes, tu apprends, puis après tu réussis. Et donc là tu libères beaucoup l'action, parce que très souvent quand on n'agit pas, c'est qu'on a peur. On est inhibé, on a peur, on a une crainte. On a peur de se tromper, puis on a peur que l'erreur ait des conséquences néfastes. Bien sûr. Là, si on te dit non, tu as le droit. Alors évidemment, fais pas des énormes conneries, mais tu as le droit de te planter quand tu essayes. Mais déjà, essaie de pas faire la même plusieurs fois, parce que sinon ça va faire fail, et puis là, tu vois, ça devient pesant. Mais tu vois, c'est créer les conditions pour moi dans lesquelles chacun va pouvoir en autonomie décider sur son périmètre. Ça donne plein d'effets
effets positifs. D'une part, tu libères l'énergie de chacun. Complètement. D'autre part, tu responsabilises chacun parce que comme chacun prend les décisions par rapport à son périmètre, eh bien, il va se sentir investi et responsable des décisions qui en découlent. Et le bonus, c'est que si jamais ça ne marche pas, il va être tellement responsabilisé qu'il va réparer tout seul. Absolument, il va prendre son échec et il va rebondir. Voilà, alors que si tu passes en mode process ou en mode management, il y a une grosse différence entre le leadership et le management. Je ne fais pas un dessin, tu le connais. Mais si tu passes en mode pure management, le moment où ça ne marche pas, tu vas avoir la personne qui était censée le faire qui dit attends, j'ai fait comme tu m'as dit. Excuse-moi, là j'attends maintenant. T'as une autre solution, t'as une autre piste. Fred, donc en fait, c'est paradoxalement beaucoup plus fatigant pour le leader s'il passe en mode management que s'il reste en mode inspirationnel. Si tu veux que ça vole et que ça monte, il vaut mieux créer le vent et l'inspiration que d'aller faire du micromanagement partout. Donc moi, ma vision, c'est déjà faire quelque chose qui résonne en moi tellement que je me force pas. Non, je me dis voilà, je fais ça parce que j'en suis convaincu. Donc ça, déjà, ça attire, ça fédère parce que c'est intègre, parce que c'est honnête. Ensuite, tu diffuses de l'énergie aux autres. Tu diffuses de l'énergie et tu crées les conditions. Tu crées les conditions pour libérer le potentiel de chacun finalement. Voilà. Et pas les enfermer dans des machines, des process, des trucs. Non. Mais ça implique aussi de se mettre dans une situation où tu es très très facilement et très très souvent challengé par les gens avec qui tu bosses. Tu acceptes de le faire. Et tu acceptes de le faire. Oui, absolument. Et très souvent... C'est pas le cas de tous les patrons. Exactement. et plein de fois, tu vas avoir des gens qui t'expliquent pourquoi tu as tort. Oui. Alors des fois, ils ont tort, mais des fois, ils ont raison. Des fois, ils ont raison. Et en fait, il faut dire merci à ce moment-là. Et à ce moment-là, on se refocalise sur le sujet parce que de toute manière, il n'y a pas d'histoire de qui a dit quoi ou qui a tort ou a raison. Ce qui compte, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Absolument. Ça, c'est la physique aussi qui m'a appris ça. C'est ça que j'aime bien aussi dans les sciences dures comme ça. Les maths ou la physique, il n'y a pas quelqu'un qui a raison ou quelqu'un qui a tort. Ça marche ou ça marche pas. C'est logique ou c'est pas logique. Ça tient ou ça tient pas. Tu vois, c'est clair. Non, j'aime bien qu'on conclue. Alors, moi, c'est mes dernières questions. Tu m'as engueulé parce qu'on est en retard, là, du coup. On est vraiment en retard. C'est ma dernière question. Voilà. Si tu pouvais donner 2 ou 3 conseils concrets à quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui veut construire quelque chose qui crée à la fois de la valeur économique et un impact social, environnemental positif, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je commencerai par... je dirais qu'il faut se focaliser sur l'impact social et environnemental positif initialement, et puis ensuite, on trouvera le modèle ou l'équilibre économique. D'accord. On démarre par ça. Ouais, il faut démarrer par ça. Parce que des modèles, des équilibres économiques, il en existe des dizaines et des dizaines. Oui. Il en existe vraiment beaucoup. Oui. Et c'est des tricks, quelque part, pour faire marcher ce qu'on a envie de faire marcher. Mais il ne faut pas se... Vaut mieux faire ça que l'inverse. Tu vois, d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça marcherait trop l'inverse. Tu vas te focaliser sur le modèle économique et puis tu vas changer ton objectif. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est clair. Non, j'aime beaucoup la façon dont tu fais de l'impact by design et au démarrage, l'initialisation de ton modèle, finalement. Et effectivement. Et surtout, bien réfléchir à ce que ce soit très motivant pour soi, parce qu'il va falloir beaucoup d'énergie. Oui, pendant toutes ces années de galère. Exactement, et si on n'est pas extrêmement convaincu et motivé par l'objectif, à un moment on va abandonner, parce qu'on est tous humains et on n'arrive pas à passer tous les obstacles. Ma toute dernière question, Fred. Si leadership positif, qui est évidemment quelque chose dans lequel on croit beaucoup dans ce podcast, comme tu as pu le comprendre, ce que j'essaie de diffuser aussi, si leadership positif, donc fondé sur la confiance, l'empathie, la raison d'être, le bien-être, devenait le modèle de leadership dominant dans le monde demain, qu'est-ce qui changerait selon toi ? Déjà, je pense que ce que ça changerait, c'est que la plupart des gens seraient vraiment heureux de leur travail. Et de ce qu'ils font. Vie, donc. Parce qu'en fait, de leur vie, oui, tout simplement, parce que une énorme source de satisfaction quand même dans la vie, c'est de faire quelque chose qu'on a envie de faire. Ouais. Donc, c'est de s'aligner. Ouais. La problématique dans laquelle on se retrouve dans nos sociétés assez souvent, c'est qu'il y a des personnes qui font un travail qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire. Ils le font pour des raisons économiques et alimentaires, mais ce n'est pas exactement ce qu'ils ont envie de faire. Alors, il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres, c'est pas la question. Mais enfin, quand on sait pourquoi on fait un métier, même les métiers difficiles, t'arrives à les faire parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et donc, c'est cet alignement entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait
qui est extrêmement important pour le bonheur individuel. Et donc, avec toutes les caractéristiques du leadership que tu as mentionné, je pense que ça crée les conditions justement pour que chacun se réalise et trouve la place qui lui convient. Et ne soit pas bloqué par soit des peurs de ne pas retrouver un travail quand on change, parce qu'il y a ça aussi. Enfin, faut que ce soit possible de changer facilement de travail quand on s'est trompé. Tout le monde se trompe, tout le monde peut se tromper. Donc quand on n'est pas dans la bonne case, il faut qu'on puisse aller trouver vite une autre case. Et il faut sortir de la situation, mais du coup, faut que ce soit assez simple de changer de travail. Il y a aussi cette composante-là. La composante de pouvoir rebondir et être capable de... Et typiquement aujourd'hui, on a dans le système tel qu'on l'a mis en place en France, il est très protecteur quand tu as un travail, mais en même temps, il est inhibiteur quand tu veux changer. Quand tu veux changer de trajectoire. Donc il y a peut-être des choses à assouplir dans cette direction-là. Alors le mot de la fin, c'est toi qui dois l'avoir. Quelle est la citation? Parce que tu connais des centaines, tu nous as distillé des merveilles, donc je te donne le temps un peu d'y réfléchir, mais qui collerait le plus à cette discussion qu'on vient d'avoir sur le leadership positif finalement. Si tu devais nous trouver une citation qui, pour toi, en tout cas, dans ton propre état d'esprit, incarne par les mots cette philosophie de vie et de leadership, ça serait quoi? Oh là là. C'est dur, parce que je sais que tu as un grand répertoire. Tu nous as déjà cité des magnifiques de Galilée, d'Einstein. Je parlais de Mark Twain tout à l'heure au début. Je vais te prendre une citation de Peter Drucker, qui est Culture, it's strategy for breakfast. Oui, je l'aime beaucoup celle-là. Vous la connaissez. On va la traduire pour tous nos auditeurs. Technology for lunch. Oui, que la culture, effectivement, est la stratégie au petit déjeuner. Enfin, voilà, que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Mange la stratégie, eats. Parce que, en fait, c'est ça qui est le plus important. Dans ce qui reste. Et tu vois, ça rejoint beaucoup tout ce qui est leadership positif. Ouais. Un leadership positif, ça crée justement la culture. Ouais. Et la culture, c'est ce qui crée la résilience, ce qui crée aussi l'envie et la performance. Et donc, c'est au-dessus, c'est beaucoup plus important que la stratégie. Ouais. Si tu as une bonne culture, tu arriveras toujours à avoir une entreprise qui grandit, qui survit. Si tu ne réussis pas bien la culture, ta structure est très fragile et au moindre soubresaut, ça risque d'exploser. C'est une magnifique conclusion, Fred. Magnifique, parce que pour moi, la culture, c'est profondément humain. C'est l'homme, le sens le plus noble du terme. Et c'est lui redonner justement ses lettres de noblesse. Et merci pour ton inspiration, pour tout ce que tu fais déjà depuis plusieurs décennies maintenant, dans Blablacar, dans Dift et tes autres projets comme le prix de la citation. Pour tous nos éditeurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. 5 étoiles même, c'est mon système de confiance à moi. Rating aussi. Et à soumettre des citations. D'ailleurs aussi sur prixdescitations.com, parce que j'en ai besoin, je collecte des citations. Voilà, c'est encore soumettre des citations, ça risque d'être plus tard que malheureusement que la diffusion. Mais ça servira pour l'année prochaine. Voilà, c'est un réflexe à développer sur prixdescitations.com. En tout cas, merci pour votre écoute, merci à nouveau pour tous vos feedbacks et prenez soin de vous et à très bientôt. Un immense merci Fred pour ce très bel épisode. Merci Jean-Philippe.